Bonjour et bienvenue au Régional, votre magazine d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui avec vos actualités, suivies d'une entrevue avec Mme Julie Larochelle, présidente directrice générale de la CCIVR, pour parler des festivités entourant le 40e anniversaire. On reçoit Mme Sabrina Guilbert du comité Action citoyenne Projet Nordvolt pour revenir sur la pétition émise par son groupe. Notre reporter Marie-Ève Brisebois a rencontré M. Alain Lavallée, maire de Saint-Marc-sur-Richelieu, pour discuter des résultats du sondage concernant le développement d'un nouveau projet immobilier de grande envergure. Ensuite, Audrey Schenck, experte en cybersécurité, nous retrouve en studio pour démystifier le fameux nuage, le cloud et ses fonctionnalités. Finalement, on se rend à la Maison autochtone pour parler de développement durable et de la résilience du savoir-faire autochtone. Le Régional commence dès maintenant. Bonne émission. Si vous souhaitez être mentionné dans nos actualités, on vous invite à nous envoyer vos nouvelles et communiqués de presse à l'adresse info@tvr9.com. Maintenant, place à vos actualités TVR9. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour pour une 11e année en Montérégie. L'an dernier, ce sont plus de 1400 participants de la région qui ont récolté plus de 115 000 $ pour soutenir la Maison Jean Lapointe dans le traitement, la sensibilisation et la prévention des dépendances. Cette année, le défi 28 jours sans alcool aura lieu du 1er au 29 février inclusivement, donc les participants auront 29 jours pour réaliser le défi. Pour s'inscrire au défi, parrainer un participant ou encore faire un don, rendez-vous au défi28jours.com. L'équipe d'animation du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire vous invite à participer aux ateliers créatifs destinés aux adultes qui auront lieu tous les samedis du 27 janvier au 24 février. Cette série de rencontres vous permettra de découvrir de grands artistes ainsi que leurs techniques par la création plastique. À chaque séance, vous serez guidé par l'équipe d'animation à travers les différentes étapes de la réalisation d'une œuvre originale. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous invite à ses conférences sur divers sujets de la santé données par Mme Martine Vizina, une membre retraitée de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec cumulant plus de 30 ans de pratique. Pour un coût de 7 $ par personne par conférence pour les résidents ou encore 10 $ par personne pour les non-résidents, vous pouvez vous inscrire en ligne ou encore sur place le jour même et ça a lieu au pavillon Jordi Bonnet. La prochaine conférence aura lieu le 22 janvier à 10 h et le sujet sera le diabète. La Ville de Chambly est heureuse de présenter son rendez-vous glacé pour une 2e année consécutive. Les familles sont donc conviées à une fête hivernale en plein air le samedi 27 janvier prochain de 9 h à 13 h au Parc des Ateliers. Sur place, vous retrouverez des mini-patinoires, canots 3D, multiskis, jeux kermesse d'hiver, danse et plus encore. Il y aura également des ateliers de ski de fond pour les jeunes de 5 à 12 ans sur place et ce sera fait en collaboration avec Parc Canada. La Ville de Belleuil est fière d'offrir à ses citoyens des activités hivernales sportives afin de profiter des plaisirs de l'hiver. Donc, petits et grands sont invités à profiter des joies de l'hiver lors d'une journée des plus divertissantes le samedi 3 février prochain de 13 h à 17 h au Parc Victor-Brion. 5 activités hivernales variées seront aussi offertes pendant tout le mois de février. Pour l'occasion, le 3 février prochain, plusieurs activités sportives seront données sous le thème des Jeux olympiques d'hiver, donc notamment des jeux gonflables sportifs, hockey-bulle, animation et plus encore. Évidemment, café et chocolat chaud seront offerts par le quartier général du Vieux-Belleuil. Pour toutes les informations, vous pouvez vous rendre au belleuil.ca/hiver. C'était vos actualités TVR9. Richelieu fête son 40e anniversaire cette année et je rejoins Mme Julie Larochelle, présidente directrice générale de la CCIVR. Bonjour. Bonjour. Donc, 40e anniversaire de la Chambre de commerce, 10e anniversaire pour vous à votre poste également. Oui. Donc, grosse année là, qui s'annonce pour 2024. Ah, tellement, tout à fait. Oui, oui. Puis d'ailleurs, bonne année. Bonne année. C'est la première fois qu'on se rencontre cette année, donc merci de m'accueillir. Oui, grosse année, 40 ans. Et donc, comment est-ce que vous allez souligner ce 40e anniversaire?
On a un événement pour débuter l'année. Après ça, il y aura plusieurs choses tout au long de l'année, mais vraiment, l'événement phare pour lancer la 40e année va avoir lieu le 24 janvier prochain. Et c'est ça, c'est une soirée où on va saluer le passé et on va accueillir à bras ouverts le futur également pour se souhaiter une belle route vers les 40 prochaines années. Oui, donc tous les acteurs de l'industrie sont invités à se procurer des billets pour cet événement-là. Vous l'avez dit, le 24 janvier prochain. C'est comme un 5 à 7? Non, non, non. Ah, non. Non, non, non. C'est vraiment, tu sais, ça s'apparente un peu à ce qu'on peut faire habituellement lors d'un gala, là, je dirais. Là. Il n'y a pas de numéro et tout. On ne remet pas des prix, mais c'est une soirée, là, vraiment, avec un cocktail, avec mousseux en arrivant et tout ça. On sort la belle robe. Et puis après ça, c'est soirée, plusieurs services et tout. Donc, et ça va avoir lieu à l'Hôtel Rive-Gauche. Donc, il faut s'attendre à du beau, du bon. Ça va être vraiment un bel événement. Génial. Et vous avez parlé, 40 ans, on revisite le passé, mais on s'en va vers le futur également. Et là, vous avez développé avec l'Université McGill une formation sur le futur, en fait, du leadership. En quoi ça consiste? À qui ça s'adresse? Longue histoire courte, j'ai eu le bonheur de faire le mini MBA l'année dernière à McGill, à Montréal. Et puis, ça m'a donné le goût. Je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement riche comme enseignement. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait sur la montagne, le magnifique Mont-Saint-Hilaire appartient à l'Université McGill. Alors, je me suis dit, pourquoi pas joindre les deux et essayer d'importer ça, tous ces enseignements sur le leadership-là, à Mont-Saint-Hilaire en français. Et ça va être offert à la Maison Galt pendant une semaine complète. Donc, et pourquoi on dit leadership du futur? C'est parce qu'on veut pas se coincer, se mettre dans un coin, littéralement. On veut que ça revienne, on veut que ce soit pérenne dans le temps, cette semaine de cursus-là. Donc, cette année, ça va adresser vraiment tout ce qui s'appelle développement durable, parce que ça fait partie du futur du leadership. Il faut s'outiller en tant que dirigeant d'entreprise à pas faire face, mais vraiment à bonifier notre sac à dos d'outils pour être de meilleurs gestionnaires en adressant cet enjeu-là d'environnement qui va tous nous impacter. Donc, il faut que ça passe par les entrepreneurs, ça passe par les entreprises. Il faut qu'on prenne ensemble ce grand virage-là. Puis c'est à travers ce cursus-là développé avec les gens de l'Université McGill qu'on va outiller nos entrepreneurs d'ici à faire face à ce défi-là. Donc, du 14 au 28 mars prochain. Oui. Et finalement, en fait, il y a tellement d'autres sujets dont on peut parler. Oui. Mais pour terminer, il y a la grande consultation Horizon 2030. Donc, rapidement, en quoi ça consiste? Très rapidement, on va sonder les entrepreneurs, justement, les gens de divers secteurs d'activité. Pendant une journée complète, on va tous s'asseoir ensemble, on va réfléchir. On va recevoir, entre autres, le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui va venir nous dresser un portrait de où est-ce qu'on s'en va dans les 5 prochaines années. C'est vaste, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, l'intelligence artificielle, tout ça, des choses qui vont nous impacter. Et puis, on va réfléchir collectivement et pour la suite, donner les résultats, les fruits de cette réflexion collective à nos villes et municipalités, à nos MRC, en leur disant, bien voici, toute la communauté d'affaires, on a réfléchi ensemble à où est-ce qu'on pense qu'on devrait être en 2030. Et puis, bien voilà, c'est là où on pense qu'on devrait aller tous ensemble. C'est vraiment faire en sorte qu'on travaille main dans la main, parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est ça. Oui. C'est ça notre but. Donc, une belle journée de brainstorm et de vision également. Merci, Mme Larochelle, d'être venue dans nos studios, puis on va en faire un rendez-vous récurrent. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Maman, j'ai le même talent que toi. Écoute mon histoire pour la fête du drapeau du Québec. Mon beau drapeau, roi des poteaux, que j'aime ta stature, parfois petit et souvent grand, au cri du vent, tu voyages dans le temps. Mon beau drapeau, si bleu, si blanc, je t'aimerai tout le temps. Je suis avec Mme Sabrina Guilbert du Comité d'action citoyenne Projet Nordvolt. Bonjour, Mme Guilbert. Bonjour. Tout d'abord, parlez-nous un peu de votre comité et ce qu'il fait dans la région par rapport à l'usine Nordvolt qui va s'établir prochainement.
Oui, on est un comité citoyen, surtout de McMasterville et de Saint-Basile pour le noyau du comité, mais on a des collaborateurs à travers le Québec, là. Nous, on n'est ni contre ni pour le projet Northvolt. C'est en fait qu'on trouve qu'il manque d'informations et de transparence sur le projet pour pouvoir se positionner. Puis c'est arrivé très vite, sans consultation citoyenne. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Nous, on demande un BAP sur l'ensemble du projet Northvolt, donc pas seulement sur la filière recyclage de la batterie, là, qui va être une autre phase, mais vraiment sur l'ensemble, parce que c'est plusieurs impacts. Un BAP, ça évalue les impacts environnementaux. Donc, sur le terrain, il y a une grande biodiversité sur ce terrain-là, 74 milieux humides, ça a des avantages. Mais aussi sur environnementaux, oui, dit l'utilisation de la rivière. Beaucoup d'eau sera utilisée. Quels sont les impacts de ça sur l'air, sur les sols, mais aussi sur les impacts sociaux. La pénurie de logements actuelle, pénurie de main-d'œuvre, le trafic, la qualité de vie des gens, parce que ça va changer la région complètement, là. C'est une giga-entreprise. On n'a jamais vu ça au Québec, donc c'est ça qui va se passer. Et un BAP évalue aussi les impacts économiques. Est-ce que ça vaut la peine de faire un projet comme ça économiquement? Donc, vous avez mis en ligne une pétition durant les derniers mois à l'Assemblée nationale. Oui, c'est bien c'est ça. Demandant le BAP précisément. Oui, demandant le BAP. Donc, c'est pas quand on entend pétition, des fois, on pense que c'est contre un projet. Là, c'est vraiment pour demander un BAP sur l'ensemble du projet. C'est encore temps de le faire, mais la pétition pour demander un BAP se termine vendredi, le 13. Mais les citoyens peuvent s'impliquer autrement, soit par le comité directement? Oui, ils peuvent s'impliquer au niveau du comité. On manque de personnes qui peuvent avoir du temps. Nous, on travaille, on a des jeunes enfants, là, mais des gens qui peuvent nous donner du temps et des collaborateurs aussi pour pouvoir nous aider. On prépare 2 assemblées au début février. Là, les dates vont être à confirmer. 2 assemblées citoyennes avec des experts présentateurs, venir parler des enjeux, puis de venir informer les gens, là. Et est-ce que les organismes de la région vous prêtent main forte? Est-ce qu'il y a des partenaires en particulier? On a des partenaires officiels et non officiels. On en a plusieurs non officiels, nous ont dit qui nous soutenaient. Mais officiellement, on a la TROVEP là, à travers le Québec qui regarde au niveau de la justice sociale, économique, environnementale. Puis on a aussi Mères au front à travers le Québec qui nous appuie, puis on fait des actions conjointes avec eux. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment eu de réponse favorable ou de lien direct avec les gestionnaires de l'usine ou les ministères? Non, on n'a pas cherché à en avoir parce qu'on voulait vraiment rejoindre la population avant tout, là, de toute façon. D'accord. Et pour les prochains mois à venir, avec les 2 consultations à préparer, si les gens veulent vous rejoindre d'une façon ou d'une autre pour des inquiétudes ou pour s'impliquer, ils s'adressent à quel endroit? Oui, on est surtout actifs sur Facebook, là, tant qu'on n'aura pas un collaborateur pour nous aider avec les autres réseaux sociaux. Mais sur Facebook, on a une page publique. Si vous cherchez dans le moteur de recherche Facebook, Northvolt, comité, vous allez tomber dessus. On a plus de 600 membres pour vous informer, hein, donner votre opinion, faire part de vos inquiétudes. Aussi, si vous voulez communiquer avec nous pour vous impliquer, on a une page privée pour les collaborateurs, là, pour les actions. En espérant le mieux pour votre comité et que les réponses à l'avenir seront positives dans le sens pour le BAP, entre autres. Et on a le plaisir de vous recevoir à nouveau sur notre plateau, Mme Guilbert. Merci. Merci à vous. On accueille en studio aujourd'hui M. Lavallée, maire de Saint-Marc-sur-Richelieu. Bonjour, M. Lavallée. Bonjour, madame. Vous êtes ici pour discuter avec nous du fameux sondage qui a eu lieu en l'été passé. Racontez-nous un peu les faits saillants que vous retenez de ce sondage-là. Le sondage avait été demandé par la municipalité à une firme spécialisée afin de mettre un cadre pour placer le développement à Saint-Marc. On a 20 hectares de superficie que nous pouvons développer. Et donc, nous voulons respecter le plus possible les citoyens dans l'essence même de ce développement-là. Oui, parce que dès le départ, les citoyens ont émis certaines inquiétudes pour le côté champêtre, garder le côté village un peu de Saint-Marc aussi. Et c'est ce qui ressort du sondage? Oh, oui, exactement. Il y avait déjà eu un peu à l'hiver dernier des présentations potentielles de développement avec des graphiques, avec une très forte densité de population. Puis les citoyens n'ont pas apprécié. Donc, c'est pour ça que nous avons demandé un sondage. Ils demandent des citoyens surtout des services offerts par rapport à l'arrivée de ces familles-là? Oui, les citoyens demandent 3 choses principalement.
RPA, des résidences personnes âgées, parce qu'à Saint-Marc, c'est une lacune. Les CPE, et comme à peu près dans tous les secteurs, l'accès est plus difficile. Et également d'avoir un développement qui est harmonieux avec ce qui existe déjà chez nous. Vous avez eu combien de répondants au sondage? Environ 650 personnes ont répondu, à peu près toutes des citoyens de notre... Les résidents. Des résidents de notre municipalité. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment une bonne idée de ce que la population veut. Je pense que ça place une belle trame de fond pour, comme je disais, placer le cadre pour satisfaire le plus possible nos Et citoyens. de là, la municipalité doit aussi prendre des mesures pour les égouts, les différents plans aussi par rapport à l'aqueduc. Oui, bien, l'aqueduc, ce n'est pas une problématique. Il y a l'accès, qui doit avoir un accès direct sur la rue Richelieu, parce qu'actuellement, les accès de ce potentiel développement sortent près de l'école et près de la garderie. Ce n'est pas acceptable. Donc, on doit avoir un accès direct sur la rivière Richelieu. Et puis, à Saint-Marc, on est en train, avec la municipalité de Saint-Charles, de régler une problématique au niveau des eaux usées. Donc, quand cette problématique-là sera réglée, on pourra demander un CA pour aller de l'avant. Parce que le nouveau développement immobilier serait situé où exactement à Saint-Marc? Au nord de la municipalité, en arrière de la rue Moreau, là, pour les gens qui connaissent Saint-Marc. OK. Puis de là, vous devez prendre des mesures avec différents comités aussi, vous disiez? Nous avons impliqué évidemment le comité d'urbanisme et le comité d'environnement sera appelé là, pour placer des bases là, pour intégrer le plus possible et l'environnement et l'urbanisme au cœur du projet. Et qu'est-ce que vous retenez de ce sondage-là en tant que maire? Bien, je pense que les citoyens se sont d'abord grandement exprimés, puis ça reflète exactement ce qu'on a déjà comme municipalité. Fait qu'on doit garder en tête que les citoyens veulent une municipalité qui est champêtre, qui n'est pas uniforme, qui n'est pas des développements où on retrouve toutes des résidences là, identiques là, sur une même rue. Là. Donc, vous prenez le temps d'être à l'écoute de vos citoyens et de bien faire les choses. Merci beaucoup, M. Lavallée, d'être venu en discuter avec nous aujourd'hui, en espérant le meilleur pour votre municipalité. Merci. Pendant vos soupers des fêtes, vous avez peut-être entendu un de vos cousins dire qu'il allait mettre la photo de famille sur le cloud, dans son drive. Peut-être que pour vous, ces termes-là, ça ne veut rien dire. Le fameux nuage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, aujourd'hui, on parle avec Mme Audrey Schenck, experte en cybersécurité, pour démystifier la question. Bonjour. Bonjour, Andréane. Alors, qu'est-ce que c'est le fameux nuage? Donc, le nuage, c'est un espace de stockage, généralement, où est-ce qu'on va y déposer des fichiers. Puis, en fait, ces fichiers-là, c'est qu'ils sont déposés sur un serveur distant. Fait qu'un serveur, comme c'est une grosse boîte informatique là, qu'on retrouve parfois encore dans les entreprises. Mais justement, c'est que ça nous permet de ne pas avoir plein de gros matériel à la maison ou dans les bureaux, puis d'avoir quand même une bonne capacité pour entreposer des données, telles des photos de chat ou des documents. Oui, parce que ça s'appelle le cloud, le nuage. Donc, on a l'impression que c'est dans l'univers, mais non, ce sont des vrais serveurs physiques qui sont probablement en Californie ou en Europe ou ailleurs. C'est les grosses corporations, en fait, qui détiennent ces fameux serveurs-là. Effectivement, donc il y a des centres de données à travers toute la planète. Puis c'est sûr qu'en termes de sécurité, je reviens souvent à ce sujet-là, le plus possible quand on peut avoir accès à des centres de données canadiens, c'est l'idéal parce qu'au Canada et au Québec, bien, on a nos propres lois et les organisations peuvent être imputables d'une certaine façon s'il arrive quelque chose. Et donc, le nuage, si je prends beaucoup de photos de mes chats, par exemple, et que mon téléphone me dit « Oh, plus de place », et il me suggère, en fait, de transférer ou de synchroniser mes photos dans le cloud. Le nuage, par exemple, j'ai un iPhone, donc ça va être dans le iCloud qu'on appelle. Oui. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ces photos m'appartiennent encore une fois que je fais le transfert? Comment ça se passe généralement? Bien, c'est sûr qu'il faut toujours se référer aux politiques de confidentialité puis aux contrats de service. Puis c'est souvent les fameuses petites lignes qu'on ne veut jamais lire. Généralement, dans les espaces de stockage le courant, comme du iCloud, du Google Disc, du Microsoft OneDrive, oui, on reste propriétaire de nos données. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, il n'y a pas de sauvegarde de ça. Donc, si à un moment donné, mon nuage finit par plus fonctionner,
ce n'est pas une sauvegarde, ce n'est pas un plan B, je peux tout perdre. Donc, il faut quand même penser à d'autres solutions au cas où qu'il arrive quelque chose. Puis en termes de sécurité, il faut aussi comprendre que quand on ne paie pas pour quelque chose, bien, il ne faut pas s'attendre à ce que les grandes corporations mettent tous les efforts possibles et imaginables pour protéger nos données. Fait que, est-ce que la réponse est, est-ce que c'est sécuritaire? Oui et non, ça dépend jusqu'à quel point, puis ça dépend aussi quel type de données on a sur nos nuages. Oui, et donc, il y a quand même des options payantes, si je comprends bien, qui viendraient nous protéger un peu plus ou du moins nous offrir plus de services, mais d'un point de vue sécurité, quelles seraient les bonnes pratiques à adopter? Oui, bien, en fait, quand on a accès à avoir des sauvegardes info-nuagiques, c'est l'idéal. Par contre, ces sauvegardes-là, ces services de sauvegarde info-nuagique sont rarement disponibles pour les comptes personnels. Donc, quand on est au niveau corporatif, c'est de faire appel à ces services-là. Sinon, au niveau à la maison, aussi anodin que ça puisse paraître, qu'une fois par mois, on achète un petit disque dur externe qui vient souvent avec un logiciel pour sauvegarder, de le brancher à notre ordinateur, d'effectuer la sauvegarde de notre Google Disk ou Microsoft OneDrive, puis ensuite de retirer le disque, parce que des fois, ce que je vois, les gens le laissent brancher, sauf que s'il arrive quelque chose, on donne un raccourci non seulement au nuage, mais à notre sauvegarde. Oui, donc un disque dur externe, le débrancher, ce serait la bonne pratique. Donc, oui, on peut sauvegarder nos photos dans le nuage, mais il faut bien faire attention d'un point de vue sécurité. Merci, Mme Schenck, d'être venue sur le plateau. Merci. Les citoyens dans l'essence même de ce développement-là. Oui, parce que dès le départ, les citoyens ont émis certaines inquiétudes pour le côté champêtre, garder le côté village. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. Cette année, la Maison autochtone fêtera ses 24 ans et je suis avec Mme Audrey Renaud, qui est responsable du service éducatif ici à la Maison autochtone. Bonjour. Bonjour, Koué. Koué. Et quelle est la mission de la Maison autochtone? La Maison autochtone, c'est un musée qui est le seul lieu multination situé hors communauté autochtone. C'est un musée qui a pour mission de mieux faire connaître les Premières Nations. Et cette mission-là, elle se déploie en 3 grands volets. Le volet principal, c'est un volet muséal. On a donc plein d'activités au sein des expositions. On a des expositions permanentes. On a une belle programmation d'expositions temporaires également au cours de l'année. On a un volet gastronomique avec le Café Le Michtan qui propose un menu dégustation à tous les jours pour vraiment montrer l'apport des Premières Nations à la gastronomie contemporaine, avec également des activités comme des soirées thématiques, que ce soit au niveau du festin de crabe, du cassoulet, des soirées des thématiques des sucres. Et on a un volet environnemental également avec l'érablière et les jardins qui nous permet de sensibiliser la population, le grand public, à l'importance de la terre-mère et de l'environnement chez les peuples autochtones. Et la Maison autochtone, dans sa mission, en fait, ça fait en sorte que tous les employés, les personnes qui sont, les intervenants, les personnes qui sont liées à la Maison autochtone, dans leur manière d'être au quotidien, intègrent des pratiques de développement durable. À quoi ça ressemble concrètement? Oui, mais ici, dans le fond, le développement durable, ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN de notre mission, de notre façon d'être, notre façon de travailler également, mais ça depuis 24 ans. Ça ne fait pas 24 ans qu'on parle de développement durable, que ces mots-là sont employés nécessairement au quotidien par la majorité des gens. Mais nous, ici, ça fait 24 ans qu'on a cette politique de circularité, de toujours réemployer le plus qu'on peut, de recycler, de réutiliser, beaucoup de réutilisation également qui se font, de réemployer les différentes choses. Et ça fait partie, donc, de la façon d'être. On a une belle équipe avec autant des techniciens en entretien, une directrice, des animateurs, des étudiants, mais peu importe qui, on met tous l'épaule à la roue. C'est vraiment, que ce soit pour ramasser parce qu'on a vu un déchet en se promenant dans le bois ou on a vu un déchet en arrivant au travail, mais ce n'est pas juste le technicien, on va lui dire « Hey, il faudrait que tu ramasses ». Non, tout le monde est là pour mettre l'épaule à la roue. Et ça, c'est basé, veux pas, ça vient
des traditions autochtones qui fonctionnaient comme ça, la réutilisation, c'était une question de survie à l'époque. Oui, donc cet esprit de communauté, de collectivité, d'entraide est essentiel au mode de vie d'autrefois, que ce soit pour bien vivre dans notre environnement, où il fallait vraiment connaître cet environnement-là, la protéger, s'assurer de ne pas épuiser les ressources également, et aussi de s'entraider. Donc, chacun avait une tâche liée à celle des autres. C'est pas chacun fait sa petite chose dans son coin. Tout le monde est vraiment lié dans un esprit là, de collectivité, de communauté. Et cette année, la Maison autochtone fait partie d'un programme qui allie les traditions et la science. Exactement. C'est l'initiative Chipikou qui regroupe, c'est la première cohorte, on est vraiment fiers de ça, et ça regroupe 12 entreprises en tourisme autochtone à travers le Québec. Puis, on travaille donc au niveau des savoirs scientifiques et des savoirs autochtones pour assurer une transition durable, donc dans toutes les sphères, hein, vraiment au niveau de la gestion, de l'économie, de l'environnement. Tout y a passé. On a fait des diagnostics pour savoir les bonnes pratiques qu'on avait, pour se rendre compte qu'on avait beaucoup de choses déjà qui font partie pour nous du quotidien, mais qui fait en sorte qu'on a été un modèle pour d'autres musées avec ces aspects-là là, qu'on est toujours en train de s'améliorer, toujours place à l'amélioration, mais on en fait déjà beaucoup au niveau du développement durable. Oui, et donc évidemment, toutes les actions que vous posez s'intègrent dans cette vision-là de développement durable, ça fait partie de vous, vous l'avez mentionné. Et pour ceux qui écoutent l'entrevue, il y a une version longue qui est disponible sur le tvr9endirect.com. Merci, Madame Renaud, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce tout premier bulletin de 2024. Si vous avez un intérêt pour la politique municipale, le TVR9 est à la recherche d'un ou d'une animatrice bénévole pour l'émission Conseil en bref. Également, je vous invite à découvrir la toute nouvelle émission Histoire d'ici, animée par Éric Bédard en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, diffusée sur TVRS et MaTV, ainsi que sur le site de tvr9.com. Sur ce, bonne semaine à tous.